C'est quoi derrière le truc qu'on voit? De quoi? Ah, c'est Paris. Ça va si c'est Paris? Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout seul. Salut. Salut. Donc, je crois que tout le monde est en train de se connecter. Je n'avais pas l'information qu'il y avait du monde dans la file d'attente et je m'en suis rendu compte au dernier moment. Donc très bien. On est quasi tous et toutes présents. Donc, c'est parfait. Il y a encore des gens qui se connectent. Donc, merci à tous et toutes d'être là ce soir. Europe Écologie, Allemagne et Europe centrale invite ce soir de manière plus publique, enfin on ouvre notre événement aux sympathisants pour un événement spécial, c'est-à-dire que nous invitons Joël Gréa qui est normalement présent sur votre écran, que vous pouvez voir en haut. Donc Joël qui est une de mes connaissances politiques personnelles. On a commencé il y a 13 ans à l'époque où j'étais au Modem et j'ai rencontré Joël là-bas et on était tous les deux très écologistes. Moi j'ai quitté le Modem en 2010. Je ne sais pas pour Joël ce qu'il en est. Il se trouve qu'on est toujours resté en contact et Joël s'est spécialisé dans les présentations. On ne nous entend pas? Ah, c'est un problème. Si vous n'entendez pas, vous avez le chat. Hein. Bonjour Karim. A priori, tout le monde entend. Donc, si vous n'entendez pas, ça doit venir de vous. Normalement, tout le monde m'entend. Donc, Joël est spécialiste des questions énergie, climat, science. Et la présentation de ce soir, il l'avait déjà faite à Francfort il y a 2 ans. Disrupt Apocalypse. Là, il a évidemment modifié en fonction de l'actualité et des choses nouvelles, et aussi pour l'adapter finalement à un public qui est proche des écologistes. Donc, Joël n'est pas membre d'Europe Écologie Les Verts, hein, c'est ce qui rend la discussion de ce soir tout à fait intéressante. Il y a même certains points sur lesquels il est tout à fait critique vis-à-vis de nos positions. Donc, c'est tant mieux, ça nous permettra de parler ouvertement. Mais sur énormément de points, nous sommes d'accord. Le but de ce soir, c'est avant tout de fournir une information et une formation sur l'état de la planète aujourd'hui, l'état de la situation climatique, la proximité ou pas d'un effondrement et comment se servir donc de la science et de l'histoire pour éviter qu'un effondrement arrive. Donc voilà, me concernant, je suis Florian Chiron, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, et je suis co-responsable du groupe Europe Écologie pour l'Allemagne et l'Europe centrale. Et nous organisons tous les mois un événement, soit entre adhérents d'Europe Écologie Les Verts dans la région, soit ouvert à tout le monde pour faire, comme ce soir, des discussions d'ordre général sur des thèmes qui nous importent, nous, écologistes, en Allemagne et en Europe centrale. Au niveau technique, je vois que tout le monde a éteint son micro. N'hésitez pas à les éteindre. À éteindre aussi vos écrans si vous constatez que ça rame. Zoom est toujours très sensible à ces choses-là. Et Joël va nous partager sa présentation et se présenter lui-même. Je te laisse la parole, Joël. Alors, bonjour à tous. Donc, Florian vient de me présenter. Je voulais rajouter que si je vais un point important, je suis fondamentalement quelqu'un d'optimiste. Donc, je vais vous raconter des horreurs et je veux que vous sachiez que je suis quelqu'un d'optimiste et juste bien informé. Ça fait plusieurs décennies que je travaille sur ces questions et là, j'ai vraiment fait un focus historique pour bien mettre en perspective parce que ça rend la réalité plus facile à accepter.
Donc, je vais basculer sur ma présentation. Et je rajoute que je suis ravi d'être avec vous et je serais ravi de former beaucoup d'autres acteurs, qu'ils soient politiques ou économiques, ou même de simples citoyens. C'est une vocation. Hop. Est-ce que vous voyez tous la présentation Florian, est-ce que tu vois la présentation? Non. Alors, comment est-ce que je partage ça déjà? Tout à l'heure, ça fonctionnait, donc tu vas retrouver. Voilà. Voilà. Donc, les fondements de civilisation, point de vue de l'histoire et de la science. Comme le disait Paul Valéry, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Alors, Paul Valéry, c'est un écrivain, c'est un philosophe. À l'époque, il était considéré comme pessimiste, mais je crains bien qu'on peut dire qu'il était réaliste. Et il nous racontait ça au sortir de la guerre de 14-18, en 1919. Donc, bien évidemment, quand il pensait à la finitude des civilisations, il pensait à une destruction par la guerre et le suicide collectif que devenait de vivre l'Europe. Alors, des civilisations qui sont mortes par la guerre, par la destruction via une autre civilisation, il y en a eu. Par exemple, il y a eu Carthage, qui s'est fait détruire par l'Empire romain, et au point qu'ils ont mis du sel sur des terres pour symboliquement dire jamais Carthage ne reviendra. Après 3 guerres avec Carthage, ils en avaient un peu marre. Mais il faut bien admettre qu'en général, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a rarement une seule raison. Il y a un ensemble de raisons qui interagissent les unes avec les autres. Et en fait, on peut parler d'effet domino. C'est un problème sur un point déclenche un problème sur un autre, qui déclenche un problème sur un autre, qui amplifie le premier point, etc., etc. Le tout avec des répercussions sur les civilisations avec laquelle une civilisation est en interaction. Les civilisations qui sont... Donc, qu'est-ce que ça donnait, par exemple? Si on prend l'âge du bronze, on peut considérer qu'il y avait un G8, les 8 civilisations les plus puissantes du monde. Éventuellement, il y a la Chine, pas très loin, qui était aussi puissante, mais même pas sûre à cette époque. Et grosso modo, ces civilisations, elles avaient régné pendant des millénaires. Et en l'espace de quelques générations, une centaine d'années, elles sont toutes mortes. Sauf une, les Égyptiens, qui n'ont jamais récupéré la puissance qu'ils avaient à cette époque. Alors, les raisons pour lesquelles ça s'est passé sont nombreuses et complexes. Il n'y a pas une raison simple qui émerge, et puis on n'est pas sûr complètement de nous quand on raconte, mais quand les historiens étudient ça, mais dans l'ensemble, on sait qu'il y avait un problème de sécheresse. Si vous avez la carte encore en mémoire, il y avait une petite ville marquée qui s'appelle Ougarit. Ougarit a eu une sécheresse, un épisode climatique, en fait un changement climatique. Pendant 300 ans, ils ont eu moins d'eau qu'avant. Comment on appelle ça? La végétation a changé et évolué pour s'adapter. Mais forcément, quand ça leur est tombé dessus, l'agriculture, ça marchait moins bien. Ils ont eu également, semble-t-il, un problème de pénurie. Donc, c'était la civilisation de l'âge du bronze. Le bronze, c'est un alliage de cuivre et d'étain. Quand vous n'avez plus d'étain, le cuivre, il était produit en grande quantité sur place, mais l'étain, il était importé. Il était importé soit de Cornouailles, soit d'Afghanistan, c'est assez loin. Il semblerait qu'il y ait eu une rupture des chaînes logistiques et donc plus d'étain, donc plus de bronze, ce qui est un peu embêtant quand votre civilisation, tous les outils de travail pour produire la nourriture, faire la guerre ou autre, sont basés sur le bronze. Et puis, ils avaient pléthore de guerriers, je vais dire au chômage. Alors ça, c'est la partie la plus complexe à analyser. Les Égyptiens parlent de l'invasion des peuples de la mer qu'ils auraient réussi à repousser, mais tous les autres pays seraient tombés. La réalité, c'est que les peuples de la mer qu'ils décrivent, ce sont des peuplades qu'ils utilisaient précédemment comme mercenaires.
les centaines d'années, les siècles précédents. Donc, c'est des peuples qu'ils connaissaient, avec qui ils interagissaient et qu'ils savaient comme bons guerriers. Il y a eu une énorme bataille entre l'Empire hittite et l'Empire égyptien, où ils ont l'une des plus grandes batailles de l'âge de bronze, où ils se sont vidés de leur force a priori. Et peu de temps après, il y a eu l'effondrement. Donc potentiellement, les Hittites et les Égyptiens en avaient marre de se faire la guerre parce que là, ils avaient un petit peu trop dépensé. Et les mercenaires se sont dit, bon, ben, on est au chômage, qu'est-ce qu'on fait? On tape sur nos anciens employeurs. C'est une hypothèse tout à fait crédible. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était des peuples qui avaient fui une famine chez eux. Mais en creusant un peu, c'est peut-être le cas de certains d'entre eux. Les guerriers qui ont la possibilité de taper sur leurs anciens employeurs, ça paraît plus crédible. Alors, ce n'est pas le seul phénomène. Hein. Les Grecs ont aussi eu des tremblements de terre à répétition qui faisaient qu'ils devaient réparer leurs infrastructures et notamment leurs murailles de défense régulièrement, ce qui créait des tensions avec le peuple qui devait faire le boulot, ce qui créait des révoltes. Il y a eu un ensemble. Toujours est-il que toutes ces civilisations ont disparu avec un phénomène terrible. La Grèce antique, la Grèce mycénienne, on a mesuré que la population a été divisée par 5. 80% de perte de population, 75% des sites archéologiques abandonnés en l'espace de 100 ans. C'est ça un effondrement de civilisation. Il y a eu de régression culturelle, technologique. Ils ont oublié des savoir-faire. Ils ont perdu l'usage de l'écriture pendant 400. Bref, un effondrement de civilisation, c'est très loin d'être la figure romantique que certaines personnes autoproclamées collapsologues peuvent vous donner. Un effondrement de civilisation, c'est une succession de drames humains et on veut tout faire pour l'empêcher ou l'atténuer. Donc, maintenant, j'aimerais vous faire... Est-ce que les exemples que je vous ai donnés, donc je reprends, hein, sécheresse, pénurie et guerrier au chômage, ça ne vous rappelle rien dans l'actualité récente. Récente, tout est relatif, mais il y avait déjà le 20h de TF1. Eh bien, si on prend la sécheresse, il y a un pays... La Syrie? C'est bien joué, bien joué. La sécheresse, la Syrie a vécu une sécheresse d'au moins 8 ans, peut-être plus maintenant, qui a déclenché, et une année terrible qui a mis la plupart des paysans à la rue, et ils avaient un problème d'alimentation. Ils ont aussi eu un problème de pénurie. Alors, ce n'était pas le bronze, c'était le pétrole. Ils ont passé leur pic de production pétrole, comme on peut le voir sur cette courbe, fin des années 90, alors que leur consommation continuait d'augmenter, ce qui faisait que comme ils exportaient du pétrole pour acheter notamment de la nourriture, ils avaient moins d'argent pour acheter de la nourriture, ce qui a déclenché la guerre. Ce qui a contribué en tout cas à des tensions et une aspiration à changer de gouvernement au sein des Syriens. Et des guerriers au chômage, c'est tout bête. C'est la chute du régime de Saddam Hussein, provoquée par l'intervention américaine, a mis énormément de soldats entraînés, d'officiers entraînés au chômage, et ils se sont dit, plutôt qu'être au chômage, si on se crée un empire. Vous retrouvez notamment d'anciens dirigeants de l'armée d'Irak dans les forces de Daesh, dans les fondateurs de Daesh. Donc tout ça, on voit bien que les mécanismes qui marchaient il y a plusieurs milliers d'années, ils sont toujours actifs aujourd'hui pour contribuer à ce qu'une civilisation ou une société stable passe dans le chaos. Donc c'est effectivement la Syrie. On peut regarder des choses, il y a des choses similaires avec Boko Haram. Enfin, si vous vous souvenez, le printemps arabe a été déclenché par un doublement du prix du blé suite à une sécheresse en Ukraine et dans les plaines américaines, si je ne me mélange pas. Donc, 2 des greniers à blé du monde, sécheresse, augmentation des prix du blé, tension humaine, printemps arabe. La Syrie, c'est une conséquence et une suite du printemps arabe avec ces phénomènes locaux en plus. Donc, si on essaye de prendre de la hauteur et de modéliser tout ça pour bien comprendre, avoir une vision globale, on peut estimer qu'il y a 4 types de raisons pour lesquelles une civilisation peut s'effondrer.
et des raisons qui se nourrissent les unes les autres, donc qui on va dire, galopent de concert. C'est pour ça que j'ai pris l'image des 4 cavaliers de l'Apocalypse. 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont, de façon troublante, bien adaptés à décrire ces raisons. Alors, la première raison, c'est les interactions avec d'autres civilisations. Alors, par exemple, la ville de Carthage, on l'a vu, ils ont eu une interaction, forme de guerre, leur civilisation s'est effondrée à cause de la guerre. Mais les Nabatéens, donc la ville de Pétra en Jordanie, des magnifiques bâtiments creusés à fleur de roche dans le désert, elle est morte parce que l'essence même de la civilisation, c'était de servir de relais aux caravanes. Les caravanes ne sont plus passées par là, il y a eu rupture des échanges commerciaux, les Nabatéens n'avaient plus de raison d'être, la civilisation a disparu. Il y a d'autres exemples, notamment dans les îles du Pacifique, dans le livre de Jared Diamond. Plus vicieux, les Inuits aujourd'hui. La culture inuite est en train de disparaître, non pas parce qu'on vient lui mettre manu militari des balles dans la tête, non pas parce qu'il y a rupture d'échanges commerciaux, au contraire, parce qu'il y a influence. Et donc les Inuits sont en train de perdre leur culture qui était parfaitement adaptée à vivre aux abords du cercle polaire arctique, non pas parce que, à cause du changement climatique, mais parce que la culture occidentale moderne, consommer du Pepsi, utiliser comment on appelle ça, des motoneiges plutôt que des chariots, des traîneaux à chiens, c'est vachement sympa. Il n'empêche que ça les rend beaucoup plus dépendants du commerce international et des échanges, et ça fait disparaître leur culture et leur civilisation. Ça, c'est un phénomène qui est classique dans l'histoire, comme à peu près tous les phénomènes que je décris d'ailleurs dans cette... Alors maintenant, plus généralement, il y a nous. Quand je dis nous, j'ai essayé de réfléchir en me positionnant en tant qu'Européen, puisque ça n'a pas de sens de réfléchir à l'échelle de la France. Hein. La civilisation française n'existe pas vraiment, il y a une civilisation européenne. Nous, si on regarde notre PIB, c'est-à-dire les échanges entre êtres humains, c'est très loin de mesurer la richesse, ça mesure les dépenses, ça mesure notre consommation de ressources. Les dépenses sont corrélées avec la consommation d'énergie. Et il s'avère que l'énergie en Europe, majoritairement, on l'importe. Alors, fondamentalement, l'économie, ça marche comme ça. On a des ressources naturelles, la Terre, qui est représentée par la Terre, de l'énergie, représentée par un petit humain et des machines. Pourquoi le mien est petit? Parce que les machines font 200 fois plus de boulot à l'échelle de la planète que les humains. Nous sommes une civilisation de presse-bouton. On utilise cette énergie pour extraire des ressources naturelles et transformer ces ressources naturelles pour faire du capital, c'est-à-dire rendre le travail de demain plus efficace, et des biens et des services qu'on s'échange entre nous. C'est ça, une économie. Alors, malheureusement, la plupart des économistes n'ont pas encore compris ça, mais il y a un changement qui est en train de se passer au sein de l'économie mondiale. Et donc, le point important, c'est que nous, on est extrêmement dépendants de l'énergie que l'on importe, et les ressources aussi d'ailleurs. Et l'énergie en Europe, 80% c'est l'énergie fossile, 40% c'est du pétrole. Et le pétrole, il y a un problème majeur qui s'annonce, c'est qu'on a passé, semble-t-il, le pic pétrolier fin 2018, en novembre 2018, et avec la crise du coronavirus, ça va s'accentuer, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais autant de pétrole dans le monde qu'il n'y en avait avant. Alors pourquoi, du point de vue des Européens, c'est un problème d'échanges commerciaux? Parce que le pétrole, on l'importe, et accessoirement, parce que la Chine et l'Inde et d'autres nations autour du monde ont de plus en plus besoin de pétrole. Donc, si vous avez une quantité de pétrole disponible pour tout le monde qui diminue, et de plus en plus de personnes qui piochent dans les réserves, enfin dans le stock accessible, eh ben, il y en a de moins en moins pour vous. C'est ce qui est en train de se passer, ça fait longtemps que ça se passe, et en fait, c'est pour ça qu'on ressent une faiblesse dans nos économies en Europe, c'est parce qu'on a moins d'énergie que ce qu'on voudrait. Notre énergie, notre économie, notre PIB est directement lié à notre consommation d'énergie, comme tout le monde. Alors, une autre cause, c'est les causes environnementales. Dans l'Apocalypse, c'était noté, c'était parlé de pestilence. Le cavalier de l'Apocalypse vert, c'est la pestilence.
Donc, ça inclut les maladies. Alors, rassurez-vous sur le coronavirus. Le coronavirus, du point de vue de l'environnement, c'est plutôt cool, ça tue que les yeux. C'est pas dangereux pour une civilisation. Si vous avez, moi je suis actuellement chez mes parents. Si vous avez des parents proches, c'est pas ça dont je suis parlé. Je suis en train de parler d'un point de vue de civilisation. On ne met pas en danger une civilisation en tuant ses vieux. On la met en danger en tuant ses jeunes. C'est ce qui est arrivé aux Incas. C'est ce qui est arrivé aux Incas. Faut pas se leurrer. C'est pas les Espagnols qui ont réussi à massacrer avec 50 soldats qui se courent après les Incas. C'est les maladies que les Espagnols avaient emmenées. Là, on estime, c'est dommage, je ne vois pas mes notes, on estime qu'entre 50 et 90% de la population inca est morte en 2 décennies à cause des maladies, dont l'empereur inca, ce qui a déclenché une guerre civile entre ses 2 fils, qui a permis aux Espagnols de prendre le pouvoir. Sans la maladie, a priori, les Incas, ils mettaient la pâtée aux Espagnols. Ils n'étaient pas assez nombreux, les Espagnols. Donc, la maladie peut être la cause d'un effondrement de civilisation, notamment quand il y a compétition avec une autre civilisation. Pour anecdote, les Arabes sont a priori, c'est la peste qui leur a permis de prendre le pas sur Constantinople, sur l'Empire byzantin, parce que Byzance était plus affecté par la peste que ne l'étaient les Arabes. Donc sans la peste, il n'y aurait probablement pas eu la grosse croissance de l'islam. Les Mayas, alors les Mayas, c'est un petit peu difficile, enfin c'est particulier, ils ont eu plusieurs effondrements. Mais notamment, il y en a un aux alentours de l'an 800, à peu près à la même période que Charlemagne. Donc ils avaient des magnifiques cités dans la jungle. Ils se sont pris un changement climatique d'a priori environ 1,5 degré. Problème en cascade, renforcement, ce n'est pas le seul facteur, mais ce demi-degré, ça a suffi à une baisse significative. Il me semble, il faut que je retrouve les sources, mais il me semble que là aussi, c'était de l'ordre de 80% de population en moins. Un demi-degré, 80% de population en moins. En fait, quand on change la température, on change également le régime des pluies, on change toute l'agriculture, on perturbe tout. Alors, l'Empire Khmer, c'est aussi une histoire de climat. Eux, ils ont eu des phénomènes de sécheresse. Des phénomènes de sécheresse suivis par des moussons très importantes. L'Empire Khmer, c'est Angkor Wat. C'est une civilisation qui était basée autour du contrôle des eaux d'irrigation, puisqu'ils avaient une période très sèche où il ne pleuvait pas du tout et une période de mousson où il pleuvait beaucoup. Et ils avaient besoin pour vivre de capturer l'eau pendant la mousson et de la redistribuer après, grâce à un réseau de canaux qui était merveilleux pour l'époque. Problème, après une période de sécheresse, les terres étaient très sèches, il a plu, les moussons sont arrivés, des moussons violentes, ce qui a fait des écoulements d'eau brutaux et des coulées de boue. Ça va vous rappeler quelque chose dans l'actualité, c'est exactement le phénomène qui vient de se passer. Terre sèche suivie de beaucoup d'eau. Ça a détruit des canaux en grande quantité. Et ils n'ont pas été capables de réparer ces canaux suite à une perte de compétences ou simplement parce qu'il y avait beaucoup trop de boulot. C'était des canaux qui s'étaient accumulés pendant les siècles. Et ils ont été affaiblis puisqu'ils n'étaient plus capables de nourrir leur population. Et derrière sont arrivés l'empire de Siam qui les a battus militairement. Mais donc sans un problème météorologique climatique, les Khmers auraient tenu. L'Empire romain. Alors l'Empire romain, on nous apprend que c'est les grandes invasions barbares. Alors, les invasions barbares, ce n'est pas vraiment des invasions, c'est des migrations. Et déjà, elles ont été déclenchées probablement par des sécheresses dans les steppes d'Asie centrale. Mais ce que nous apprend Kyle Harper dans son excellent livre The Fate of Rome, Climate Disease and the End of an Empire, c'est que l'Empire romain, il a prospéré grâce à un climat parfaitement adapté. On parle d'optimum climatique romain. Il s'est stabilisé quand ça a commencé à déconner et il s'est effondré quand le climat s'est ralenti, ce qui fait qu'ils avaient surtout des problèmes d'eau.
Ils avaient surtout des problèmes d'eau. Ils se sont pris un changement climatique de l'ordre de 1 degré, a priori. Ça a perturbé quel coin de l'Empire avait de l'eau à quel moment, ce qui a perturbé la production de nourriture. On a des traces comme quoi la taille moyenne des Romains a diminué. On a même à des endroits, semble-t-il, des traces de tibias humains. Donc le fait que les tibias diminuent, c'est une preuve que les gens mangent moins bien. On doit avoir de façon ponctuelle des traces de tibia humain avec des dents humaines dessus. Donc c'est, tiens, on a fait du cannibalisme parce qu'on avait faim. Et à partir du moment où ils étaient moins bien nourris, résistaient moins bien aux maladies, ils se sont pris épidémie sur épidémie. Donc tout ça, c'est à ce moment-là que sont arrivées les invasions barbares qui n'auraient jamais fait poser le moindre problème à un empire romain en pleine forme. Et en fait, ils ont été accueillis comme venez, il y a de la place, installez-vous. Et c'est un peu complexe de parler d'empire romain, de chute de l'empire romain. Donc ça, l'empire romain d'Occident s'est effondré. On parlera un peu plus tard de l'empire romain d'Orient qui a réussi à résister à un effondrement de civilisation majeur. Alors nous, donc je reviens sur l'empire romain, on voit s'il y a la maladie et... Ah oui, la maladie, j'ai pas dit quelle était la maladie. Ils sont pris plein de maladies et ils ont terminé par la peste. Ils sont terminés par la première épidémie de peste noire. Donc, ils avaient environ 30% de la population romaine qui mourait tous les 30 ans. Parce que ça tuait du monde, ça revenait, etc. Alors nous, en termes d'environnement, on en est où? Nous, on s'oriente vers un plus 5 degrés. Vous avez remarqué que je vous ai dit que les Mayas, c'était 1,5 degré, l'Empire romain, c'est 1 degré. Nous, c'est plus 5 degrés. Plus 5 degrés, c'est les prévisions optimistes du GIEC, puisqu'a priori, il y a des boucles de rétroaction qui ne sont pas forcément complètement bien vues, et ça pourrait être bien pire. Sachant que le plus 1,5 degré des Mayas, c'était de manière locale, c'est-à-dire au niveau du sol. Le plus 5 degrés que je viens de dire, c'est un plus 5 degrés planétaire. En fait, il faut compter plutôt plus 10 degrés sur les continents. Plus 5 degrés de moyenne planétaire, c'est énorme. C'est ce qui sépare l'année 1900 du cœur de l'âge de glace. C'est énorme. 5 degrés de différence, par rapport à l'année 1900, c'est 3 km de glace au-dessus du Canada ou de la Scandinavie. Je ne sais pas exactement combien, mais pas loin de 500 mètres, voire 1 km au-dessus de Grenoble. C'est énorme. Il y a eu, à la fin de l'âge de glace, en fait, il n'y a jamais eu une seule civilisation. Il n'y a jamais eu une seule civilisation avant la fin de l'âge de glace. Alors qu'Homo sapiens existe depuis 200 000 ans à peu près. Il a fallu atteindre la fin de l'âge de glace il y a 12 000 ans pour que des civilisations émergent. Mais nous, ce qui est terrible, c'est que les plus 5 degrés, on le fait 80 fois plus vite qu'à la sortie de l'âge de glace. Ce n'est pas un changement climatique que nous vivons, c'est un accident. C'est beaucoup trop rapide. Donc, et on va avoir des phénomènes de rééquilibrage, et donc on va avoir un climat instable. Un climat instable. Or, il y a un truc qui est terrible, c'est qu'il n'y a jamais eu d'exemple de civilisation qui soit née, alors, à l'échelle de la planète, on n'a pas jamais trouvé de traces quand le climat était instable. Le climat s'est stabilisé au sortir de l'âge de glace, et les civilisations ont apparu un peu partout sur la planète. Il y a besoin d'un climat stable pour faire de l'agriculture. Et est-ce qu'on arrivera avec le climat qui va être instable à maintenir une civilisation? Ce n'est pas du tout évident. Ce qui veut dire que nos 8 milliards d'êtres humains sur Terre, ce n'est pas gagné qu'on maintienne un nombre comme ça. Et même à 1 milliard, ce n'est pas gagné qu'on tienne. Alors, autre problème d'environnement qu'on a, c'est que la biodiversité est en chute libre. On a récemment perdu 70% de nos insectes en Europe, ce qui induit une baisse de 30% de nos oiseaux, puisqu'une partie des oiseaux mangent les insectes. Et ça a des effets en cascade sur l'agriculture. Dans les océans, c'est catastrophique aussi. Vous avez entendu le changement climatique, plus exactement l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, induit une acidification de l'océan et une augmentation de la température des océans, ce qui tue les coraux.
On a perdu un quart des coraux mondiaux en une seule année parce qu'il y a eu un El Niño extrêmement chaud cette année-là et donc le Pacifique a été plus chaud que d'habitude. Les coraux ont trinqué. Acidité plus chaleur, les coraux, ça n'aime pas. La fin de tous les coraux risque d'arriver, sachant que les coraux, c'est la pouponnière de l'océan, c'est là que les poissons naissent. Et toute l'alimentation des populations humaines qui vivent grâce à la pêche sont en danger à cause de ça. C'est gravissime. C'est gravissime et ça va arriver très vite. On a vu, en une seule année, ça peut disparaître. Enfin, 30% des coraux mondiaux peuvent mourir. Alors, une autre raison pour laquelle une cisaillation meurt, c'est parce que ces aspirations profondes sont incompatibles avec les réalités physiques du monde. Donc c'est aussi bien les aspirations de l'élite que les aspirations des individus, des citoyens. Par exemple, nous avons les Vikings de Groenland. Alors les Vikings de Groenland, ils se sont pris eux aussi un changement climatique d'1,5 degré. Eux, les Mayas, c'était vers le haut, les Vikings du Groenland, c'était vers le bas. Ils ont perdu 1,5 degré. 1,5 degré, c'est compliqué en général de survivre, mais les Inuits qui étaient là au même moment, ils s'y sont adaptés. Les Vikings de Groenland, ils n'ont pas réussi à s'adapter. Pourquoi? Parce qu'ils étaient loin de leur patrie d'origine, la Norvège, et ils ont voulu assumer et caricaturer leur identité norvégienne. Donc ils refusaient de manger du poisson, ils mangeaient moins de poissons que les Norvégiens, alors que c'était facile de pêcher plein de poissons autour du Groenland, et ils ont préféré, non, nous on veut manger de la vache. On est des paysans, et les vaches, c'était compliqué au Groenland, surtout après la baisse d'1,5 degré. Ils ont épuisé leurs ressources, ils ont fait des églises pour prier quand il y a eu la baisse de la température, au lieu de garder leurs ressources pour s'adapter. Donc les aspirations des Vikings du Groenland, c'était « je ne veux pas changer mon mode de vie », ben t'es mort. Alors nous, où on en est? Nous, il y a début des années 70 est paru un livre, Les limites à la croissance. Nos aspirations complètement incompatibles avec les limites physiques, bah, c'est simplement de vouloir faire croître une économie, c'est-à-dire la consommation de ressources naturelles pour produire des biens et des services, infiniment. Alors que ce n'est juste pas possible. Donc, le Club de Rome a demandé à un groupe de systémiciens, de spécialistes de la systémique du MIT, de modéliser ce qui allait se passer pour l'humanité. Donc, ils ont mis un modèle mathématique au final très simple, qui s'appelle Word 3, enfin très simple, 150 variables de mémoire à peu près, où les variables ont des interactions les unes avec les autres. Ils ont rentré les informations qu'ils avaient, c'est-à-dire de 1900 à 1970 à peu près, et ils ont fait un système mathématique qui devine ce qui se passe. Ils ont prévu ce qui allait se passer jusqu'à maintenant, donc les augmentations, ils sont extrêmement proches de ce qui s'est passé dans la réalité sur le PIB par habitant, la mortalité, etc., etc. Et ils prévoient à partir de 2010 à peu près, mais la date exacte ne compte pas parce que les ressources, ils ont estimé, ça peut être différent. Et donc, ils ont prévu que ça allait tout se casser la gueule. Le PIB par habitant allait d'abord commencer par s'effondrer. Pardon, la nourriture par habitant allait s'effondrer, puis le PIB par habitant, suivi de la population. On ne meurt pas tout de suite, on souffre d'abord. Quand on meurt de faim, on commence par souffrir, et puis après, la population finit par baisser. Pour beaucoup, Les limites à la croissance est un livre pessimiste. Pour moi, c'est un livre radicalement optimiste. On voit des courbes qui sont beaucoup moins brutales que ce que les exemples historiques montrent. La modélisation du Club de Rome n'intègre pas des phénomènes historiques qui ont accéléré, accentué les effondrements de civilisation. Donc ça, c'est un point. Voilà, donc ça c'est un point, il faut l'avoir en tête. On est dans une situation où c'est ce qu'on a de mieux, sans doute ce qu'on a de mieux pour estimer le futur de l'humanité, et a priori c'est optimiste.
Bon, je ne rentre pas dans le détail sur l'équation de Kaya, mais elle met en quatre, elle répartit en 4 facteurs les émissions de CO2. Et on doit faire baisser nos émissions de CO2 si on ne veut pas flinguer le climat et nous flinguer avec. Et de toute façon, qu'on le veuille ou non, les émissions de CO2 vont baisser quand on n'aura plus d'énergie fossile à cramer, ce qui va arriver qu'on le veuille ou non. Et en fait, il y a 2 facteurs qui sont très durs à baisser. C'est l'intensité énergétique et l'intensité carbone. On demande aux ingénieurs de le faire, ça fait des années qu'ils le font, mais ça baisse très lentement et très peu. Et il y a 2 qu'on voudrait faire grossir, la population et le PIB par habitant. C'est juste pas possible de les faire grossir. Ce qui nous amène à un problème et une vérité qu'on ne veut pas entendre. Notre empreinte individuelle. Si toute l'humanité vivait comme un Français, il faudrait 3 planètes. Notre confort actuel est insoutenable. Ça veut dire que nos revenus sont un crime contre nos enfants. Parce que nos dépenses, tout ce que nous dépensons, est en fait la consommation de ressources naturelles. C'est une vérité qui fait mal, mais ça reste une vérité. Notre empreinte individuelle. Et donc, nos aspirations à « je veux augmenter mon salaire, je veux augmenter mon pouvoir d'achat », ce n'est pas du pouvoir d'achat, c'est du pouvoir de destruction. Ce qu'il faut augmenter, c'est notre pouvoir vivre. Et on doit changer d'aspiration, c'est un point important. Ça va être très compliqué, hein, mais c'est nécessaire. Et pour ça, il faut l'admettre. Il faut commencer par l'admettre pour pouvoir évoluer. Alors, une autre raison pour laquelle l'utilisation s'effondre, c'est à cause d'une pénurie de ressources. Alors, j'ai mis moins d'exemples parce que j'en avais donné un avec l'Empire romain, mais par exemple, on a l'île de Pâques. L'île de Pâques, ils avaient besoin de bois. Puis, ils ont coupé du bois. Et à un moment, ils n'ont plus eu de forêt. Il y a une autre pénurie classique, c'est une pénurie de terres agricoles. Les terres agricoles s'abîment. Je n'ai pas trouvé de civilisation en particulier. On le trouve ce problème dans un peu toutes les civilisations. Mais une civilisation qui manque de terres agricoles, elle va mourir de faim. Et nous, qu'est-ce qui se passe? Nous, déjà, on va manquer de pétrole. Comme je vous l'ai dit, on a basé toute notre économie sur la consommation d'énergie fossile. 80% de notre énergie, plus généralement, on va manquer d'énergie fossile. 80% de notre énergie, c'est de l'énergie fossile, et le pic de production de la plus importante d'entre elles est déjà passé, c'est le pétrole, ou en tout cas, il est pour très bientôt s'il n'est pas passé. Mais il n'y a pas que le pétrole, il n'y a pas que l'énergie qui est un problème, il y a tous les matériaux. Ça, c'est les différents minerais, même pas tellement minerais, c'est composants chimiques, les atomes dont on va manquer. Par exemple, le cuivre. Beaucoup de personnes veulent électrifier la mobilité et passer à ce que tout le monde ait une voiture électrique. Alors, je suis un ardent partisan des voitures électriques parce qu'une voiture électrique, même quand l'électricité est produite avec des centrales au charbon, ça pollue moins qu'une voiture à essence. Mais si tout le monde a une voiture électrique, il n'y a pas assez de cuivre sur Terre. Et je parle bien du cuivre, je ne parle même pas du lithium. Le lithium, en fait, il y en a assez, mais il est dans la mer. Donc, beaucoup de choses que l'on voit comme des solutions demandent des ressources naturelles que l'on n'a pas à l'infini. Les énergies renouvelables, c'est le flux d'énergie qui est renouvelable, mais les engins, la matière pour capturer cette énergie, elle n'est pas renouvelable. Quand vous faites une éolienne, vous utilisez du béton qui vous demande du sable, une pénurie de sable. Vous allez avoir des matériaux plus compliqués. Alors, on parle des terres rares. Les terres rares, elles ne sont pas vraiment rares, mais néanmoins, ça pose plein de problèmes dans leur extraction pour faire des alternateurs et donc faire des éoliennes. J'ai parlé de l'éolien, mais c'est un peu la même chose pour tout, en fait. Quoi que ce soit que vous fassiez qui soit matériel, on arrive quasiment toujours sur un problème de ressources. L'électronique pour mieux gérer les smart grids et l'électricité, pareil, ça demande un max de ressources. On se retrouve dans il faut apprendre à appréhender les limites physiques et on n'y est pas du tout. Sans doute, l'information qui me fait le plus peur, c'est
l'ONU sur les terres agricoles. Je vous ai dit qu'une civilisation qui avait plus de terres agricoles, elle était dans la merde. Selon les experts de l'ONU, de la FAO, au rythme de dégradation actuel, dans 60 ans, il n'y a plus de terres arables. J'ai des études scientifiques et des personnalités politiques de premier plan anglaises qui confirment que au Royaume-Uni, c'est le même ordre de grandeur avant qu'il n'y ait plus de fertilité dans les sols et qu'on crève tous de faim. Il est évident que si dans 60 ans, il n'y a plus de terres arables, dans 30 ans, il y en a à peu près 2 fois moins, ce qui veut dire que dans 30 ans, on se fout sur la gueule joyeusement pour bouffer. Et je ne parle pas de l'Éthiopie. Je ne parle pas de la Somalie. Je parle de l'Europe. Et si on est intelligent, on se bouffera entre nous plutôt que de gaspiller de la bonne nourriture. C'est ça ce que veut dire ce chiffre. Si dans 60 ans, il n'y a plus de terres arables sur la planète, dans 30 ans, on se massacre. Et 30 ans, je suis large. Donc voilà, vision d'ensemble pas très reluisante de comment ça meurt une civilisation et d'où en est la nôtre. Donc, il est évident que là, on voit, c'est flagrant, l'iceberg arriver, il faut absolument changer de trajectoire. Maintenant, comment est-ce qu'on change de trajectoire? La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Les Japonais l'ont fait. Ils avaient la fâcheuse manie de tout faire en bois, et notamment des gros palais en bois. Ils ont fêté une victoire militaire contre les Coréens, et ils ont fait le plus grand palais qu'ils avaient jamais fait, rasant leur forêt. Ce faisant, comme ils l'ont fait plus vite que d'habitude, ça leur a permis de se rendre compte que c'était vachement grave d'enlever les forêts, que ça provoquait le départ des terres arables, des terres fertiles dans la mer, ça dérangeait le climat, etc. Par une action d'en haut, c'est les shoguns qui ont pris la décision. Ils ont réglementé l'usage des forêts, comment on coupe les forêts, et ils ont instauré plein de règles que l'on peut qualifier d'écologiques. Aujourd'hui, grâce à cette prise de conscience que couper le bois, c'est problématique, le Japon est recouvert à 75% de forêt. Ça vient de là. Et ça a complètement sauvé, ça a permis de rétablir la civilisation japonaise et de la faire perdurer jusqu'à nos jours. Donc on a vu, c'était une approche top-down. L'île de Tikopia, eux, ils ont une approche bottom-up. C'est le peuple collectivement qui a changé sa façon d'agir. Ils ont décidé de ne pas... Ils étaient sur le point de s'effondrer derrière une surpopulation. Sur une île, c'est compliqué. On atteint très vite à la surpopulation et ça se voit quand on se reproduit. Ils ont mis dans leur culture de ne pas avoir plus d'un enfant. Ou en tout cas, de ne pas avoir... De stabiliser la population. Ils ont aussi décidé de ne plus manger de porcs et ils ont tué tous les porcs qu'il y avait sur l'île parce que les porcs contribuaient à détruire les sols de cette île qui n'étaient pas adaptés. C'était pourtant quelque chose qui culturellement était extrêmement essentiel pour eux. C'était une marque de statut social que de manger de la viande et en particulier de la vente de porc. Donc on a vu, ils ont changé leurs habitudes et c'est venu d'en bas. Alors une autre civilisation qui a su réagir à un effondrement de civilisation, c'est l'Empire romain d'Orient. Alors l'Empire romain d'Orient, il s'est pris les mêmes baffes que l'Empire romain d'Occident, mais ils ont eu de la chance d'avoir celui que je considère comme le plus grand empereur de tous les temps, tous les pays confondus. J'ai beaucoup d'admiration pour Gengis Khan, mais Justinien, l'empereur qui a évité l'effondrement de Byzance, de l'Empire byzantin, c'est vraiment une figure historique que j'approuve. Alors il a gaspillé un peu de ressources à faire des guerres inutiles. C'est normal, c'est un Romain, mais il a fait énormément de travail pour organiser la logistique et les échanges entre les différentes régions du monde, les différentes régions du monde romain, pour que quand l'Égypte avait du blé, elle nourrisse la Palestine, quand la Palestine a du blé, elle nourrit l'Anatolie, quand l'Anatolie a du blé, elle nourrit la Grèce, etc., en introduisant un système de transport extrêmement efficace, étatique, de la nourriture. Il a également utilisé le vaste trésor impérial pour faire des infrastructures, des grandes infrastructures, et notamment des aqueducs pour gérer ces questions de pénurie d'eau. Bon,
une partie de ce qu'il a fait et pas de bol, il s'est payé la peste, la première épidémie de peste noire dans les dents, ce qui a notamment été accéléré par ce réseau de bateaux, cette logistique par bateau. Mais l'un dans l'autre, par son action et grâce aux personnes dont il a su s'entourer, et sa volonté politique forte et sa compréhension des enjeux, il a su éviter l'effondrement de l'Empire romain d'Orient qui a duré 1000 ans de plus. Beau succès. Sauver une île, comme Tikopia, c'est vachement fort. Sauver un empire comme l'Empire byzantin, c'est plusieurs ordres de magnitude plus dur. Alors, mais pour réussir à changer tout ça, il ne faut pas se contenter des mensonges qui rassurent. Il faut regarder la vérité qui dérange en face. Et regarder la vérité qui en face, ça veut dire qu'il faut aimer la vérité plus que soi-même. Et il faut aimer les autres plus que la vérité. Les autres, y compris ceux qui ne sont pas encore nés. Nos descendants vont vivre un enfer. Si on peut limiter la casse, on le doit, par amour. Et aimer la vérité plus que soi-même, ça fait partie de notre ego. Je suis à combien, Florian, je suis à combien de minutes? 40 là. 40. Donc je vais aller un petit peu plus loin. Donc la vérité, aimer la vérité plus que soi-même, ça veut dire accepter d'admettre que l'on s'est trompé. Accepter d'admettre des choses qui nous choquent, comme par exemple le fait que l'empreinte environnementale d'un Français, le confort actuel d'un Français, il n'est pas tenable. Et qu'il va falloir admettre, il va falloir promettre du sang et des larmes. Si on ne promet pas du sang et des larmes, on aura l'enfer et le chaos. Donc, je me suis permis d'aller faire un petit tour très rapide sur le projet Bien Vivre d'Europe Écologie Les Verts et de sélectionner des points où j'estime que le projet ne regarde pas la vérité en face. Donc, c'est un petit florilège. On pourra en discuter, on pourra surtout discuter du reste après, mais je vous le fais très rapidement. Les écologistes proposent de porter le SMIC à 1 800 € brut dans la législature, avec une augmentation immédiate de 10%, soit 150 € brut. Ah, c'est très sympa pour les générations futures. Vous voulez dire que le salaire minimum en France, ça serait 2,5 fois les limites planétaires. C'est effectivement une réforme qui est, à moins bien sûr qu'on dimise la valeur de l'argent avec une forte inflation, c'est complètement incompatible avec les limites planétaires. Alors, j'ai vu quelque chose où la Europe Écologie ne regarde pas la réalité en face, mais c'est plutôt bien pour l'environnement. J'ai vu, pour cette raison, il est urgent de promouvoir les médecines alternatives. Alors, il faut savoir qu'une médecine alternative, ça augmente la mortalité. Plus exactement, la croyance en la médecine alternative augmente de 40% les chances de mourir d'un cancer, démontré scientifiquement, parce qu'en fait, une médecine, quand elle est prouvée scientifiquement, c'est plus de la médecine alternative, c'est de la médecine. Et les choses qui ne sont pas prouvées, en fait, en général, elles ne marchent pas. Ou plus exactement, il peut y en avoir qui marchent, mais la plupart ne marchent pas. Par exemple, l'homéopathie, ça ne marche pas, c'est un placebo. L'acupuncture, c'est pareil, c'est un placebo. Et croire en un placebo fait qu'on va moins soigner avec des moyens conventionnels, des moyens de médecine allopathique ou des moyens de médecine tout court, médecine basée sur la science. Ce qui fait que promouvoir les médecines alternatives, c'est en fait augmenter la mortalité. C'est bon pour l'environnement, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans ce sens-là que Europe Écologie l'entende. Donc ça, voilà. Donc, j'ai vu un passage. Nous souhaitons parvenir à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Donc, une France 100% renouvelable en 2050. Là, j'ai pressenti, vu ce que ça racontait derrière, que il y avait une confusion entre l'énergie et l'électricité. L'électricité, c'est même pas 20% de notre énergie. Et l'électricité en France est déjà décarbonée. Donc le vrai problème, il est sur les autres énergies, sur le fossile, sur le pétrole, etc. Alors, je sais bien que d'un point de vue électoral, c'est vachement plus facile de taper sur l'électricité, parce que l'électricité, c'est des prises électriques, c'est des décisions par EDF, par les grands acteurs économiques et le gouvernement, et pas les citoyens, et donc pas les électeurs. Alors que le fait d'avoir une bagnole à essence plutôt qu'un vélo comme Florian, c'est un choix. Excusez-moi. C'est un choix individuel, et demander des efforts aux gens qui votent pour vous, c'est problématique.
Ça, je l'ai bien compris. Mais à un moment, il faut que les citoyens regardent la vérité en face et il faut que les partis politiques aient le courage de leur dire. Donc, les écologistes proposent, toujours dans le même genre, en ce qui concerne les centrales et les réacteurs nucléaires, l'arrêt définitif et le démantèlement des 58 réacteurs nucléaires français. Il est démontré que l'énergie nucléaire, c'est l'énergie qui pollue le moins, surtout quand les centrales sont déjà construites. Donc, fermer un réacteur nucléaire qui marche, c'est plus que discutable comme action de « je regarde la vérité en face ». La France est sortie du charbon et des centrales au fioul quasiment complètement. Il en reste quelques-unes où c'est compliqué de les fermer parce que ce sont des centrales de pointe. En 15 ans, pour un quart du budget que l'Allemagne a utilisé pour développer ses énergies renouvelables ces 30 dernières années. L'énergie allemande est toujours fortement carbonée avec du recours au charbon, qui est la pire de toutes les énergies, avec des morts tous les ans. La France, en 15 ans, est sortie des énergies fossiles avec l'énergie qui, selon les études scientifiques, sur tous les critères que vous pouvez mettre… De l'électricité, tu veux dire? L'électricité, elle est sortie des centrales, de l'électricité fossile. Merci de m'avoir corrigé et de prouver que c'était pas facile. C'est pas facile de ne pas faire cette erreur parce que tout le monde l'a fait, donc on l'a fait nous aussi. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je serais ravi que vous en ayez plein. Je pense qu'il y en aura. Je fais la conclusion pour nous. Merci beaucoup, Joël. Effectivement, c'est assez dérangeant. On est parfois assez mal à l'aise en voyant certaines images ou certaines parties de ta présentation. En tout cas, c'est effectivement extrêmement important de se rappeler que des civilisations sont nées, ont fleuri et ont disparu, qu'on n'a pas, nous, le privilège d'être des sur-hommes ou sur-femmes et de ne jamais connaître ces affres, hein, finalement, en tant que civilisation planétaire, parce qu'aujourd'hui, on est malheureusement devenu une civilisation planétaire du fait des échanges imbriqués. Hein. Il y a des sous-civilisations ici ou là, mais on est quasiment tous ensemble et qu'effectivement, les solutions, on les connaît, qu'elles viennent d'en haut ou qu'elles viennent d'en bas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui viennent d'en bas. On attend aussi que beaucoup viennent d'en haut et le débat, je pense qu'il va pouvoir s'ouvrir entre nous sur notamment les solutions et les choses qui sont à apporter. Déjà, s'il y a des questions relatives à la présentation et à ce que dit l'histoire, je trouve que c'est intéressant aussi de parler du futur et de ce qu'on peut faire. Hein. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là, pour réfléchir un peu au futur. Mais en tout cas, si d'abord il y a des questions sur l'histoire, le procès, je vous propose de les mettre comme fait Thomas. Donc, Thomas a une question. Donc, écrivez dans le texte en bas si vous avez des questions, et puis je vous donnerai la parole au fur et à mesure. Donc, d'abord les questions sur la présentation et sur le passé, puis après on parlera aussi au futur, sauf si elles sont entremêlées. À toi ou vous, Thomas, je ne sais pas. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Oui. Alors moi j'ai une question justement. Alors je sais pas si c'est vraiment par rapport à l'histoire, mais vous aviez parlé d'un exemple intéressant qui disait que le shogun avait imposé justement de plus couper les forêts, par exemple pour préserver l'écosystème. Et du coup, je me demandais par rapport à cette question, est-ce que du coup la démocratie en tant que système politique, c'est compatible avec l'écologie? Puisque quelque part, c'est-à-dire les gens vont voter et forcément, faut que je propose mieux que le candidat. Si je dis, on coupe plus de forêt, on se douche plus à l'eau chaude, c'est pas sexy du tout. Et est-ce que quelque part la démocratie, c'est pas un petit peu, comment dire, donner l'avis au consommateur et forcément il va faire tout pour son confort perso, mais pas, comment dire, pas voir vraiment à long terme. Si par exemple demain je me lance en politique et je sais pas, je crée un arrêt pour dire on fixe tant de quantité d'eau chaude par personne, jamais je suis élu, hein. Ça c'est sûr. Alors, et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est un confort, c'est pas indispensable à la vie, à la vie, quoi. En fait, pourquoi est-ce que j'ai insisté sur l'humilité? La réalité, c'est que l'humilité, c'est aimer la vérité plus que soi-même. J'insiste dessus parce que c'est le plus important.
Euh, il faut, en fait, l'humilité, c'est une valeur qui doit se répandre dans la société. Et c'est l'antithèse de ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux notamment. On perd un match de foot, tous les Français se transforment en sélectionneurs pro. Il y a une épidémie, tous les Français deviennent épidémiologues du jour au lendemain. Moi, l'une des raisons, donc, comme l'une des choses qui est importante, c'est d'admettre quand on ne sait pas et d'admettre et que ce soit toute la société. Il faut que les politiques arrêtent de faire des lois où ils disent nous allons donner priorité à telle énergie dans tel ordre, et qui disent nous allons donner priorité aux énergies la moins polluante, etc. Là, les citoyens doivent se dire je ne sais pas, je vais déléguer à des gens qui savent mieux que moi. C'est même le principe de la démocratie représentative. Le problème avec une démocratie représentative électorale, c'est qu'on élit des gens non pas pour leurs compétences, mais pour leur compétence à se faire élire. Et donc, je ne suis pas du tout sûr que la démocratie soit compatible, mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir, notamment grâce à la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, c'est des gens qui n'étaient pas plus écolos que la moyenne française, ils avaient été choisis au sort, et ils ont été formés, et à la fin, ils ont proposé des mesures pour lesquelles ils auraient été contre avant d'avoir été formés. Je pense qu'ils n'ont pas été formés aussi violemment que j'ai pu le faire avec vous, parce que je les ai trouvés très timorés, mais par rapport à la moyenne de la population, la formation qu'ils ont eue leur a suffi à prendre des postures bien plus volontaires. Donc je pense que par l'éducation, on a peut-être une chance de rendre la démocratie viable, mais il va falloir faire du Churchill. Je vous promets du sang et des larmes. Si on fait du « je vous promets ce que vous avez envie d'entendre », d'abord, je ne suis pas sûr que ça marche pour se faire élire parce que les gens s'en doutent. Et l'une des marques d'une raison sans doute, et ils sentent bien qu'on leur ment ou qu'on leur raconte des conneries parce qu'on est incompétent. Et je pense que ça n'aide pas à être élu. Parce que tout le monde le fait. Donc je pense, d'ailleurs, pour être très, très sincère, j'envisage sérieusement soit de pousser Jean-Marc Jancovici, soit d'y aller moi-même à me présenter aux élections présidentielles, simplement pour avoir la possibilité de raconter ce que je viens de dire sur les civilisations. À un moment, ça devient une minute. Mais il y a un vrai problème sur effectivement, la démocratie est-elle compatible? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que si une civilisation, le gouvernement est trop en décalage avec les aspirations du peuple, le gouvernement saute. Donc une dictature, ça marche. Une dictature pure qui imposerait quelque chose et que le peuple ne soit pas d'accord du tout, ça ne marche pas non plus. Ouais, je pensais à ça aussi en partie avec le coronavirus, où au final, bon, les décisions, elles viennent clairement d'en haut, hein, c'est pas les citoyens qui votent pour les décisions, c'est imposé, ça marche à peu près, tout le monde comprend pourquoi est-ce qu'il faut qu'on le fasse, mais d'un autre côté, personnellement, c'est contraignant et c'est pas toujours facile, quoi. Ouais, mais Du coup, là, c'est exactement la même situation avec l'écologie. Et ouais, comme tu dis, moi aussi, j'ai espoir que les gens s'éduquent. Et bon, maintenant, les informations sont plus transparentes qu'avant. Donc, il y a un espoir, mais ouais, je sais pas, ça va prendre quand même du temps. Et même quand on voit là, les histoires aujourd'hui où bon, on est plus ou moins confiné, où il y a des mesures pour restreindre la vie sociale. Et il y a quand même des gens qui sont assez nombreux et qui manifestent quand même contre ça, par exemple. Oui, Du mais coup, c'est je trouve que sur le coup, la pédagogie n'est pas assez bonne. Par exemple, on voit énormément, aux infos régulièrement, on voit des personnes qui tiennent des bars se plaindre que oui, mais on n'est pas un cluster, on n'est pas source de propagation. Ça serait bien de leur dire, alors, il est démontré scientifiquement que les bars sont des vecteurs de propagation et comme il n'est pas nécessaire que le bar est un loisir, on peut se permettre de le fermer sans mettre en danger le reste de l'économie. Donc, je suis navré que ça vous tombe sur vous. Tout à fait, on va vous aider à ce que votre économie, votre entreprise survive, mais arrêtez de dire en tant que personne qui possède un bar, nous ne mettons pas les autres en danger en étant ouverts. Ce n'est pas le cas. Il faut regarder la réalité en face. Tenir un bar et accueillir des gens autour d'un verre, c'est mettre les autres en danger. Il n'y a pas cette pédagogie, il n'y a pas cette franchise. On n'ose pas dire les choses vraies. C'est un problème. Je pense que la démocratie
n'est pas un système viable à long terme sans une vraie franchise. Ok, merci, c'est tout pour moi. Sur la démocratie, si je peux me permettre, tous les exemples que Joël a montrés de civilisations qui se sont évoluées, on n'a pas beaucoup qui étaient sous régime démocratique. Hein. Donc, à part la Grèce peut-être. Ticopia. Non, mais les civilisations qui étaient Ticopia est une civilisation qui ne s'est pas effondrée, justement. Il y a eu l'Islande aussi. Hein. L'Islande, effectivement, a su réagir intelligemment. Qui a su réagir, ou il y en a encore eu d'autres. Mais celles qui se sont effondrées, je n'ai pas souvenir que les Incas, les Hittites ou la Syrie sous, je ne sais même plus comment il s'appelle, il est encore là d'ailleurs, Bachar el-Assad, soient des démocraties. Donc le fait de ne pas être une démocratie n'est pas une protection contre l'effondrement. Et il y a très peu de démocraties qui se sont effondrées. Donc c'est finalement, effectivement, la démocratie, c'est très bien en période de croissance, d'énergie en abondance, parce que ça permet de mettre en place différentes promesses et que tout le monde décide. Après, c'est dans un monde qui change, effectivement, est-ce que c'est... on ne sait pas. Je ne sais pas si c'est vraiment, comment dire, un super argument au niveau de l'histoire, puisque la démocratie, c'est quand même assez nouveau, ça a 2 siècles, quoi. Bon, je vais passer. L'autre mode en fait, le diable est dans le détail et il n'y a pas une civilisation qui a tenu particulièrement. Il semblerait que l'organisation qui marche le mieux à long terme, c'est l'Empire. Mais je vais vous donner ce que je pense qui fait que ça marche le mieux. L'Empire, c'est en fait un ensemble de petites provinces qui ont leurs propres gouvernements locaux, coordonnées entre elles par un empereur qui les fait interagir. Ce qu'on a de plus proche sur la planète actuellement, c'est l'Union européenne. L'Union européenne pourrait se comporter comme un empire, c'est-à-dire le mode de civilisation le plus résilient, puisque ça peut faire interagir des civilisations organisées différemment, les unes avec les autres, intelligemment. Mais on a deux. Je suis probablement biaisé quand je fais cette analyse, je préviens. Il y a 2 questions. Donc, Abigail et Guillaume, alors comme on est chez les écologistes, on alterne les sexes. Donc, on a eu Thomas et donc on a Abigail maintenant et après Guillaume. Vous avez la chance d'avoir beaucoup de femmes. Okay. C'est grâce à ça qu'on a beaucoup de femmes. C'est possible aussi. Du coup, bonsoir. Moi, j'avais une question sur le schéma de prédiction qui était du coup assez pessimiste et qui voyait l'effondrement de la situation quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on fait du coup pour éviter ça si déjà il y a 500 ans on avait prédit un effondrement de civilisation? Alors qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? En fait, on limite la casse. On peut que limiter en fait. On peut pas. Oui, les Anglais ont un terme, c'est marrant parce que nous, en français, on l'a pas, qui s'appelle predicament. Quand il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Quand il n'y a pas de solution, c'est un predicament en anglais et ça n'a pas de nom en français. Ou éventuellement, c'est un impondérable. Le changement climatique des 30 prochaines années, si on se réfère au scénario du GIEC, est déjà acté, ou peut-être les 20 prochaines. On va se prendre plus 1,5 degré, voire plus 2 degrés, on peut quasiment rien y faire. Si on arrête d'émettre du CO2 demain, on va avoir... Mais vous l'avez vu dans la présentation, chaque dixième de degré, chaque centième de degré compte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai une citation que j'aime beaucoup, qui vient d'une série télé de mon enfance, de mon adolescence. When you're falling from a cliff, you might as well try to fly. Quand tu tombes d'une falaise, tu peux toujours essayer de voler. C'est jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Tu peux peut-être être trompé dans tes prévisions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu fais rien, tu fonces dans le mur. Donc, en fait, il va falloir faire un effort de guerre, enfin l'équivalent en intensité, voire même plus qu'un effort de guerre, pour changer notre économie et nos mentalités. Le deuxième étant plus dur, pour changer nos mentalités. Moi, je travaille par exemple avec Time for the Planet pour essayer de faire des entreprises pour lutter contre le CO2 et pour limiter le réchauffement climatique. Je réfléchis avec d'autres personnes à faire des émissions de télé-réalité où on instruit et on forme des chanteurs, des stars de cinéma
sur les réalités du monde et l'ampleur des problèmes environnementaux, et après on les forme à agir et à changer leur mode de vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, de tout temps, le peuple a eu envie d'imiter les élites. Et maintenant, aujourd'hui, les gens que le peuple, entre guillemets, a envie d'imiter, ce n'est pas les élites politiques, c'est les élites stars. Donc, si on arrive à faire passer au zéro déchet une star de cinéma et à faire qu'il arrête de prendre l'avion pour montrer comme c'est cool de faire du jet ski, eh ben, on a fait un énorme pas pour que le reste de la société n'ait pas envie de faire du jet ski en prenant l'avion avec Ryanair. Ah, mais ça, par contre, ça va prendre énormément de temps parce qu'on voit déjà Leonardo DiCaprio qui fait ça depuis 15 ans. Il est quand même assez influent, mais ça ne marche Non, il fait pas encore du des jet masses ski et il non prend plus. encore un avion personnel. Il n'a pas encore conscience de l'ampleur des enjeux. Mais oui, ça prend du temps. Mais le truc, c'est que ce n'est pas systématique. Et justement, ils n'ont pas conscience de l'ampleur des enjeux. Mais ça peut aller plus vite que ça. Est-ce que vous êtes marié, Abigail? Oui. Est-ce que votre mari vous a demandé en mariage en vous offrant une bague avec un diamant? Non. Non. Bon, c'est un exemple. C'est un exemple intéressant. La société Boers, enfin le regroupement de spécialistes du diamant, était sur le point de faire faillite parce qu'on avait trouvé trop de mines de diamants en Afrique du Sud. Et ils se sont dit comment est-ce qu'on évite ça? Et ils ont travaillé de concert en 1 ou 2 décennies avec Hollywood pour faire que le diamant devienne le symbole de l'éternité et de faire que le diamant ce soit le symbole de la demande en mariage. Avant cette décision volontaire économique de ce groupe, on pouvait demander en mariage avec n'importe quelle pierre précieuse. Maintenant, c'est beaucoup plus un diamant qu'autre chose. J'avais moi-même un tout petit diamant sur la bague sur mon alliance. Donc, il y avait le symbole. C'est quelque chose qui est arrivé très vite, volontairement, en utilisant Hollywood. Donc, oui, normalement, c'est long, mais dans certains cas, ça peut aller beaucoup plus vite. Et le Covid nous a montré que ça peut aller très, très vite. Ouais. Donc il faut faire sans, il faut passer outre, mais il faut quand même agir dessus. Et sachant qu'en fait, ça fait des années qu'on travaille un petit peu quand même. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Quand j'ai commencé à vulgariser les questions d'environnement, j'avais vraiment l'impression d'être Cassandre et de parler seul dans le désert. L'un des premières personnes qui lisait les choses que j'écrivais s'appelle Pablo Servigne, et depuis, il a une base de fans bien supérieure à la mienne. Et il continue à raconter des choses très similaires à ce que je raconte. Etc., etc. Maintenant, on est très nombreux. Donc, il y a un effet d'emballement et on est au début de l'effet d'emballement. Les gens ont conscience des problèmes. Maintenant, ils les voient. Il y a ça brûle en Australie, ça brûle en Sibérie, ça brûle en Suède, ça brûle à Fontainebleau. Il y a des effondrements, des villes qui s'effondrent sous les inondations. Maintenant, tout le monde le voit. Les changements culturels vont aller plus vite qu'avant. Ok. J'ai juste une petite dernière question. Ouais. Toujours sur le graphique, est-ce que, je sais que le modèle est très compliqué, mais est-ce qu'on peut réactualiser avec des données en temps réel pour voir si les courbes changent ou pas? Ça a été fait. On est toujours dans le mur. Bah, plus D'accord. exactement, plus exactement, les prévisions du modèle sont cohérentes avec ce qu'on observe. Ok. À quelques années près, ouais. On retrouve ça sur Internet, les comparatifs entre les courbes actuelles et celles du Club de Rome, et c'est frappant de coïncidence ou de proximité. J'ai Guillaume sur la démocratie et Daniel sur les transports. Donc Guillaume, à toi. Si Guillaume nous écoute. Oui, oui, bonsoir, merci pour l'invitation et pour la présentation. En fait, ma question a déjà été posée. C'était par rapport à la démocratie et qu'est-ce qu'on pouvait apprendre du passé. Et je pense que c'était plus par rapport à la Grèce. Est-ce qu'il y avait vraiment une leçon à en tirer? La Grèce, laquelle? Celle qui s'est effondrée ou la période de... Il y en a plusieurs elles ne se sont pas effondrées de la même manière. Les Mycéniens, est-ce qu'il y a des choses à retenir? Il y a des choses à retenir, c'est que les civilisations s'en sont sorties et que, à mon avis, vu la situation, on va avoir et besoin du top-down et besoin du bottom-up. On peut pas. La situation actuelle est tellement dramatique que si on n'a pas les deux, on ne va pas y arriver. Maintenant, je disais qu'il faut regarder la réalité en face. La réalité, c'est qu'actuellement, nous sommes en démocratie et que
ça sera très dur de basculer en dictature du jour au lendemain. Donc, que la démocratie marche ou marche pas, il faut faire avec. Actuellement, on est en démocratie. Ouais, là, j'ai peut-être une remarque. C'est peut-être une observation plus personnelle, mais j'ai l'impression qu'on est plus en démocratie nationale, mais au niveau international, on est plus sur un schéma d'empire colonial toujours. Et est-ce que ça, c'est pas aussi, ça peut être problématique, notre relation qu'on a par rapport à des pays, à d'autres pays, Alors, ça, c'est intéressant parce que l'Afrique. ça, c'est très intéressant comme question. On en revient à ce que je disais à propos de Byzance. Empire colonial, si l'empire était fait avec j'essaye de maintenir le bien de toutes les provinces et non pas de privilégier le truc central, ce qu'essayait de faire Justinien, c'est plutôt une organisation qui marche bien. Maintenant, nous ne sommes pas dans un État, dans un empire colonial, nous sommes dans un bordel d'interactions. Il n'y a pas d'empereur aux commandes. Il y a un jeu de concurrence entre États, concurrence entre entreprises, aspirations individuelles qui se mélangent et qui fait que l'humanité va dans une direction, mais il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de direction commune. Et c'est justement, à mon sens, un problème. Les questions environnementales, et notamment les questions sur le climat, ne se gèrent qu'à l'échelle internationale. Et l'échelle internationale, il n'y a pas d'entité. Dans le droit européen, c'est le principe de subsidiarité. Il faut gérer un problème à l'échelle où c'est le plus pertinent de le résoudre. L'échelle où c'est le plus pertinent de résoudre les questions d'atmosphère, c'est l'échelle mondiale. Il n'y a pas d'institution mondiale actuelle, c'est quelque chose qui va nous péter à la gueule. Et je serais ravi de donner un pouvoir à l'ONU et au GIEC de prendre des mesures coercitives vis-à-vis des États et des dirigeants, voire des citoyens. Il nous manque une institution mondiale, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'empire colonial, il y a un bordel d'interaction. Daniel a une question sur les transports. Oui, bonsoir. Merci Joël pour cette conférence à laquelle j'ai déjà assisté. C'est un petit peu mieux, j'ai l'impression, avec ce virus justement qu'on s'est pris en pleine figure. Il y a eu plein d'effets positifs. C'est peut-être un espoir en fait d'avoir d'autres virus qui arrivent de ce genre pour faire réfléchir. Mais j'avais une question particulière sur le transport parce que je trouve que le développement du train ne se fait pas assez vite et je voulais savoir s'il y a une possibilité pour le consommateur de faire en sorte de contraindre l'Europe, et je parle bien de l'Europe parce que bon, je pense pas qu'il y ait de possibilités comme tu le disais, pour le monde, d'avoir une entité qui puisse montrer cette contrainte. Mais si pour l'Europe, il y avait une possibilité de le développer un peu plus vite, et comment le consommateur peut peser là-dessus? Alors, ça m'amuse d'entendre. Alors, je suis ravi que tu poses cette question. Alors, pour le consommateur, ça va être compliqué. Pour les politiques, c'est plus simple. Il y a quelques semaines, le maire de Lyon écolo, Europe Écologie Les Verts, s'est positionné contre le tunnel ferroviaire Lyon-Turin. C'est une position que je vois régulièrement revenir chez des élus Europe Écologie Les Verts, que j'ai jamais vraiment compris, puisque il est prouvé, démontré que dès que vous ouvrez une ligne de TGV, vous fermez des lignes d'avion. Exactement. Donc, j'ai jamais compris cette position et je sais bien que ça fait des problèmes d'un point de vue environnement locaux. Je me souviens d'une vision de superbe cyprès centenaire qui avait été coupé pour faire passer le TGV dans le sud de la France. N'empêche que dès qu'on fait un TGV, c'est des avions en moins et c'est vachement bien pour les cyprès qu'on n'augmente pas trop le CO2. Du point de vue du citoyen, je pense qu'il y a moitié à faire pression sur ces élus, déjà. Il y a simplement prendre le train. Oui. Et moi, par exemple, je n'ai pas de permis de conduire. Et une chose qui serait importante, c'est de dire aux élus, le transport ferroviaire est beaucoup plus cher et revient souvent plus cher que la voiture.
parce que sur la voiture, c'est les impôts qui payent les infrastructures et les routes, alors que sur le train, c'est la SNCF. D'accord. Chaque fois que vous prenez le train, pour tous les kilomètres, il y a une note qui va à la SNCF. Enfin, la SNCF doit payer au kilomètre parcouru sur les transports de train à une institution qui n'est pas vraiment l'État. Et c'est un vrai problème. Oui. Je pense qu'il faudrait changer ça. Et il faudrait sans doute faire payer beaucoup plus cher. Moi, en tant que citoyen qui n'ai pas de voiture, c'est presque une injustice que les impôts que je paye quand j'en payais, parce que là actuellement je suis exonéré, je n'en paye pas parce que j'ai baissé mes revenus volontairement, mais pas mis à part la TVA, mais que c'est aberrant que les citoyens qui prennent peu la voiture payent autant pour le trajet des autres. Oui, je suis d'accord. J'ai pris le train récemment pour aller à Bordeaux. Et c'est vrai que déjà, le fait qu'il n'y ait pas d'avion, c'est un bon, je veux dire, c'est une bonne raison. Et puis ensuite, je me suis aperçue que ça se fait assez vite, en fait. C'est surtout plus agréable, moi, je trouve. Oui, le train, Paris. tu arrives dans la gare, c'est pas compliqué comme changement, tout ça comme Non, dans la ville. non. Bah non. En fait, on fait un Francfort-Paris, ensuite un Paris-Bordeaux, en 6 heures, 7 heures avec le changement. C'est vraiment rapide. C'est vraiment rapide et c'est pas aussi cher que ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas trouvé que c'était beaucoup plus cher que l'avion. Et c'est plus agréable, effectivement. Sur l'avion, il y a un point important. Alors, l'avion est un des problèmes qui est terrible parce qu'en fait, à l'échelle de l'humanité, il n'y a que 10% de personnes qui prennent l'avion. Oui. Et c'est en forte croissance en termes d'émissions. Et tout le monde aspire à prendre l'avion. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, mea culpa, j'ai pas mal voyagé pour le boulot, Oui. jamais pour le loisir. Mais quand j'allais dans une autre ville à l'autre bout du monde, quand bien même j'allais en Chine avec un alphabet différent, j'étais pas dépaysé parce que j'allais d'une ville à une ville. Et je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus dépaysant, si on le fait pour les loisirs, d'aller à la campagne quand on habite la ville ou en ville quand on habite la campagne, que d'aller dans une ville à l'autre bout du monde. Vous pouvez faire 20 km et être dépaysé. Et il y a quelque chose qui est encore plus dépaysant, enfin c'est ce qui m'est arrivé à moi, c'est de se replonger dans son passé et de le partager avec quelqu'un. Ça vous change. En fait, vous redevenez l'enfant que vous étiez. Et c'est beaucoup plus dépaysant qu'un voyage à l'autre bout du monde. Donc ça, si les citoyens arrivent à se rendre compte de ça et n'aspirent plus à voyager à l'autre bout du monde, et le Covid peut nous y aider, ça peut aider sur l'avion. Sur la voiture, c'est plus compliqué. Il faut insister sur le fait que les gens sont plus heureux quand ils prennent le train et plus heureux quand ils prennent le vélo. Ça, c'est des statistiques qui sont flagrantes. Faire du vélo, c'est être heureux. Florian peut en témoigner. Oui. J'étais heureux avant, mais je suis encore plus heureux maintenant. Je fais du vélo, ne serait-ce que pour mon travail, mais j'ai en fait, c'est un avantage que j'ai d'avoir mon travail qui est près de chez moi. Il y a ça aussi. Il ne faut pas hésiter à déménager si ce n'est pas le cas. Voilà, ce serait plutôt l'attitude, effectivement, de ne pas avoir son travail loin de chez soi. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris, mais bon, je suis privilégiée, je le sais. Pour ce qui concerne les transports, je pense que c'est un peu comme, je pensais en tout cas que c'était un peu comme le bio, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les consommateurs le demandent et c'est un tout petit peu plus, on pense que c'est un tout petit peu plus cher, mais en fait c'est pas vrai, c'est pas plus cher que le conventionnel en saison, parce qu'il y a cette grosse différence. Mais sinon, pour ce qui concerne le transport, je pensais qu'à partir du moment où le citoyen le demande, que ce serait beaucoup plus rapide d'avoir un réseau ferroviaire. Effectivement, ça ne peut pas être beaucoup plus rapide, étant donné qu'il faut quand même le construire et le mettre aux normes aussi européennes. Je pense que c'est là que ça bloque. En France, il y a un bon système ferroviaire. En Allemagne, ils doivent encore faire des efforts, j'ai l'impression.
En Allemagne et en Angleterre aussi, bien sûr. Je vais Je vais passer la parole à Timéa, mais j'en profite pour faire un peu de réclame pour le travail majeur que fait Anna de Parnay-Grunberg, qui est élue des Grünen et qui est une compatriote, qui est franco-allemande et qui travaille spécifiquement sur les questions du train en Europe. Et la réouverture notamment de Vienne, Bruxelles en train de nuit et d'autres lignes, Paris, Berlin, etc., c'est aussi grâce à elle, à Karima Deli, qui ont beaucoup travaillé sur ça, parce que le train de nuit, c'est aussi une énorme alternative au vol Oui. moyen courrier. En plus, ça fait économiser une nuit d'avion et ça permet effectivement des grosses économies en termes de CO2. Je laisse la parole à Timéa sur Merci. les niveaux de revenus. Oui, bonjour. J'aurais une question sur les niveaux de revenus que vous mentionniez. Donc, vous aviez dit que les revenus pouvaient être facilement excessifs, en fait, n'étaient pas sustainable au niveau de la planète. Mhm. Et en fait, quand on suit ce qui se fait au niveau des projets de décroissance, growth et dans cette direction-là, on peut se dire que ça peut être une solution, mais moi, ce que j'ai jamais compris dans ces projets, par exemple, c'est leur volonté de maintenir un niveau relativement élevé quelque part, puisque notamment avec la promesse de l'introduction d'un revenu minimal universel. Personnellement, je vois peut-être une certaine contradiction. Est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi de démagogie derrière quand on essaie de dire oui, on veut faire un projet décroissance, mais quelque part, on veut que personne ne perde de l'argent et on veut maintenir le même niveau. En fait, en quoi est-ce que tu te démarques de ces projets-là? Alors, c'est une question extrêmement intéressante et elle mériterait à elle seule une présentation complète, je pense. Et je ne suis même pas sûr d'être la bonne personne pour la faire parce que j'ai des bribes, mais il est évident, c'est pas tellement qu'il y a de la démagogie, il y a un déni de réalité. Je vous ai dit, il faut regarder la réalité en face. La plupart des gens qui se définissent comme écolos ont ce qu'on appelle une sensibilité de gauche. Alors, pour moi, la gauche et la droite, ça n'existe pas, ou plus exactement, c'est une mauvaise grille de lecture qui ne permet pas de comprendre le monde. Être de gauche, c'est idéaliser les hommes. Être de droite, c'est idéaliser les marchés. Dans tous les cas, quand tu idéalises, tu te trompes. Donc, j'essaie de pas idéaliser et potentiellement, j'idéalise la science. Qu'on soit clair là-dessus. Un point très important, c'est que le fait d'avoir un revenu minimum sert, et c'est un cousin au RSA pendant une très longue partie de sa vie qui me l'a raconté, ça sert à stabiliser la société et éviter qu'il y ait des révoltes. À partir du moment où vous donnez un revenu minimum aux gens, ils vont éviter de prendre les armes pour casser la gueule au gouvernement. Donc vous stabilisez. Donc il y a une utilité sociale collective à éviter la chute totale. Si vous permettez la chute totale, vous incitez à la rébellion totale. Et une rébellion, c'est violent. Ça fait des morts, ça fait du dégât et potentiellement, ça va dans la direction inverse de celle où on voulait aller avant la rébellion. Une révolution, comme son nom l'indique, c'est on tourne, on change de direction. Donc on peut tout à fait faire machine arrière. Donc le fait d'avoir un revenu minimum a cet intérêt-là, et il ne faut pas le négliger. Il est loin d'être négligeable. Deuxièmement, il y a le revenu, c'est là où on arrive à plein de questions. Il y a un coût administratif, c'est-à-dire on paye des gens à allouer telle ou telle aide à telle ou telle personne. C'est donc un coût énergétique. Si on mettait, il n'y a plus aucune autre aide, mais tout le monde a un revenu minimum que l'on donne à tout le monde, ce qui est le projet de Stiglitz et la façon de voir, ça serait beaucoup plus efficace. En fait, il faudrait réfléchir, si on veut minimiser tout ce qui n'est pas efficace, et je pense notamment par exemple à l'impôt sur la fortune, tout ce qui n'est pas efficace à collecter, à distribuer, doit être repensé pour faire ce qui est le plus efficace pour aboutir au même résultat. Et donc, on supprime les aides et on fournit un revenu à tout le monde, c'est pas mal. Ensuite, il y a un troisième élément à prendre en compte. C'est un troisième élément qui est ambivalent.
De façon très vicieuse, je vous ai dit que grosso modo, on pouvait considérer que le PIB, enfin, que les revenus d'une personne, ça a été corrélé à son empreinte environnementale et sa destruction du monde. Mais ce qui est vicieux, en fait, c'est que si on regarde un petit peu plus finement, il semblerait que les riches polluent moins par par euro que les pauvres. C'est bien les riches qui polluent le plus parce qu'ils sont plus riches, mais par euro, il semblerait qu'ils polluent un peu moins. Ça, c'est contre-intuitif. Mais en revanche, à l'échelle planétaire, les civilisations les plus égalitaires acceptent des revenus inférieurs. Pourquoi ? Parce qu'un être humain, il a envie d'avoir autant que le voisin. Donc, si vous montrez, s'il y a une élite qui dépense plus, vous allez vouloir plus. Et donc, ça tire la consommation de toute la civilisation vers le haut. Si, comme c'est le cas notamment dans des civilisations, dans des îles, dans de nombreuses îles, le roi, il ne possède rien, celui qui a le plus de pouvoir, il ne possède rien, eh bien, vous créez une civilisation où l'aspiration n'est pas à posséder plein de choses. Alors, ça a d'autres défauts, mais c'est là où c'est ambivalent. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de distribuer l'argent aux pauvres, parce que je sais qu'ils en feraient n'importe quoi. Mais si demain, je change les aspirations de tout le monde, il y a sans doute quelque chose à faire. Mais c'est vraiment pas un sujet facile, et on heurte non pas des aspirations humaines, mais des aspirations biologiques. C'est normal pour un animal, et en particulier un mammifère, de vouloir toujours plus. Et c'est très très dur de s'opposer à ce que veut la nature, à nos instincts primaires. D'accord, merci beaucoup. Je laisse la parole à Oscar pour une dernière question alors. Parce qu'il est 22h presque 30, donc on dépasse quasiment de un quart d'heure, mais c'est pas très grave. À toi, Oscar. Il y avait une courbe qui montrait, je crois que c'est le GDP en fonction des besoins en énergie, il me semble. Ouais. Mais je comprends bien évidemment que dans le monde, les énergies renouvelables, c'est une forte minorité, même si en France, on dit qu'on est à 10 ou 20%. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, en enlevant pas mal donc, sur des considérations, d'avoir de l'énergie qui justement est un peu gratuite? Une éolienne, bien entendu, elle consomme, mais une fois qu'elle est construite, globalement ça va. Ou quand on a une centrale biomasse qui est donc alimentée par une forêt qui du coup est renouvelable, ou je pense même à la fusion nucléaire qui est encore assez théorique, mais il y a quand même une usine de plusieurs milliards qui se construit dans le sud de la France, où on arriverait à peu près à recréer un mini-soleil qui génère donc de l'électricité à l'infini. C'est un peu un rêve, hein. Mais et c'est à 20-30 ans, je crois qu'on en est encore loin, mais est-ce qu'il n'y a pas de sortir par le haut ouais. 3 réponses à ça. Okay. La première, c'est quand bien même ce serait théoriquement possible, on n'a pas le temps. Comment dire ? Admettons demain, on fait énormément de progrès sur la fusion nucléaire et elle devient techniquement possible. Techniquement possible, techniquement rentable énergétiquement parlant, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Oui, c'est très théorique. Une fois qu'elle est comme ça, il faut la déployer. Ça consomme des ressources naturelles, ça consomme de l'énergie, qui sera bien entendu produite avec de l'énergie d'avant son déploiement, donc avec de l'énergie crade. Une fois qu'elle et tout ça, ça prend du temps. Aucune chance qu'il y ait un impact significatif de la fusion avant 100 ans, 150 ans. Donc, ça ne marchera pas. Sur les énergies renouvelables, pareil, on est à des niveaux anecdotiques. Pour être très précis, quand on installe une éolienne en France, on augmente les émissions de CO2 de l'électricité française. Pourquoi ? Parce que le nucléaire est moins émetteur
de CO2 que l'éolien, et en particulier le nucléaire français, parce que la centrifugation nucléaire en France est faite avec de l'électricité déjà décarbonée. On fait tourner des trucs avec de l'électricité. Donc l'éolien, en fait, produire votre centrale, votre éolienne, ça va consommer de l'énergie, et cette énergie, elle est aujourd'hui crade. Et demain, elle le sera probablement encore. Deuxièmement, une éolienne, ça a une durée de vie. Avant, c'était 10 ans, maintenant, c'est 20 ans, mais on est très très loin de la durée de vie d'une centrale nucléaire ou d'un barrage hydraulique. Et donc, sur 20 ans, une éolienne, elle a changé toutes ses parties quasiment, sauf éventuellement son socle en béton. Le fait de faire cette maintenance consomme de l'énergie. Vous ne pouvez pas en sortir. Il n'est pas possible de raser gratuit. Donc, on n'a pas le temps. Collecter de l'énergie, ça consomme toujours des ressources. Ces ressources, il faut les avoir extraites. Il n'est pas exclu qu'un jour, on soit capable d'aller chercher, de sortir du fossile pour alimenter nos engins miniers. Et d'ailleurs, en fait, l'industrie minière a déjà commencé à travailler dessus. Et je ne vous cache pas, ce n'est pas un hasard si c'est plus avec de l'énergie nucléaire que c'est envisagé qu'avec des renouvelables, parce que ce n'est pas avec des éoliennes que vous allez alimenter une mine. Donc, ils sont en train de travailler à des mini-réacteurs nucléaires, voire des mini-réacteurs nucléaires portables. Ça fait des années que ça existe dans le militaire. On a plein de sous-marins nucléaires comme ça. On en a 6 ou 7 en France. Pour alimenter des engins miniers, pour avoir les matières premières, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Quand vous achetez un iPhone, vous avez des matériaux dedans, ou quand vous construisez une éolienne, des matériaux dedans qui ont été produits avec du charbon ou du pétrole. Il faut faire avec. Et est-ce qu'à l'infini, et enfin, le point le plus terrifiant là-dedans, si on avait une énergie propre, admettons que ça existe, en quantité illimitée, on ferait n'importe quoi avec. Et c'est ce qui va dans le rapport du Club d'Europe. Si on améliorait la technologie et qu'on diminuait énormément les problèmes énergétiques, les humains se mettraient à consommer beaucoup plus selon les prévisions du modèle. Le modèle peut se tromper. Et au final, on détruirait la planète beaucoup plus vite. Je me sers d'une image terrifiante à ce sujet, avec de l'énergie facile et non pas gratuite infinie. Le pétrole, on a quasiment vidé les poissons de la mer. Imaginez si on avait une énergie infinie. On n'en veut pas. On ferait trop de dégâts. On n'est pas assez mature collectivement pour vouloir une énergie infinie. Surtout pas. Désolé de casser le bordel. Non, mais c'était. Non, mais très bien. Et de toute façon, c'est un sujet sur le nucléaire où il convient de discuter. Moi, j'ai noté par rapport au nucléaire que tu as parlé, tu as fait bien une différence entre ce qui existait déjà et ce qui était à construire ou en construction. Hein, et c'est effectivement quelque chose de notoire, parce que quand Europe Écologie dit on va sortir et démanteler le réacteur, un jour ils seront démantelés, hein, ou en tout cas arrêtés. Et la question, elle est au niveau calendrier, et c'est là-dessus qu'on discute. Après, les constructions de nouveaux, là-dessus, nous, on est contre au niveau des écologistes, parce qu'on trouve que c'est pas super fiable. Là-dessus, je pense qu'on peut en discuter. Tu pourras très bien. Ça mériterait une présentation à part entière. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est des questions qui sont en discussion. Je trouve. Prolonger un actif existant. C'est pas du CO2 et un actif existant. Je parle également des éoliennes. Hein. Prolonger un actif existant dont la pollution majeure à construction, prolonger sa durée de vie, pollue en général beaucoup moins, et donc allonger les centrales, c'est une incohérence dans le discours des écolos, de la plupart des écolos de la planète. Prolonger les centrales nucléaires, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour l'environnement. Pas forcément, parce que ça divertit tout. Genre, c'est les milliards qui sont mis là-dedans. On aurait pu les mettre dans autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est les tonnes de CO2. Bah non, premier point. Bah... Deuxième chose, en fait, réparer une centrale ou l'adapter pour qu'elle tienne un peu plus longtemps, ce qui est en général juste une augmentation des normes de sécurité dont on pourrait se passer, parce qu'actuellement, une centrale nucléaire, c'est l'énergie qui tue le moins. Prolonger une centrale nucléaire, c'est juste, j'admets qu'elle est encore en état de fonctionnement,
je rafistole 2-3 trucs, ça coûte beaucoup moins cher que j'en construis une nouvelle. On l'a vu avec le PR. Et d'ailleurs, de façon amusante, ça coûte beaucoup moins cher et ça consomme moins d'énergie et de ressources naturelles de construire quelque chose en plein de fois en même temps. En faire un de temps en temps, vous avez des économies, vous perdez des économies d'échelle. Ça, c'est un schéma classique que c'est toujours mieux de réparer et de faire durer quelque chose, que ce soit un vêtement, un vélo ou une éolienne ou une centrale nucléaire, entre guillemets, c'est toujours moins cher que raser et reconstruire à neuf. Voilà, les bons principes, ils sont généralement bons à toutes les échelles. Ça marche tout le temps, mais c'est des discussions qui ont lieu dans le futur. Après, quand on voit en Allemagne, la CDU, qui pourrait être la plus proche du nucléaire, son chef a dit que le nucléaire, c'était quelque chose qui était passé, en fait. Hein. Eux-mêmes n'osent pas avancer sur le sujet. Mais tout le monde. Donc, c'est une erreur collective, à mon sens. Après, voilà. Mais bon, c'est des questions sur lesquelles on peut discuter. Il y a un point sur le programme des écologistes, on parle bien d'énergie, hein, parce que on parle beaucoup d'isolation du bâtiment, on parle beaucoup de solaire thermique, on parle beaucoup de pompe à chaleur, on parle de voitures électriques, on parle de vélos électriques, de trains, etc. Et tout ça, ça enlève de la consommation d'énergie. On parle de biocarburants pour l'agriculture. Donc, ce genre de choses qui font que 100% renouvelable, c'est possible en 2050. Ce n'est pas que de l'énergie. Les écologistes, on souhaite aussi sortir du pétrole par tout un tas de solutions. Et ça commence dans les communes, là où notamment on a eu des élus, on a des maires qui vont intensifier le réseau, notamment de pistes cyclables. Et finalement, ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi l'espace public est spolié à 91% par les automobilistes? Ça, c'est une vraie question d'aménagement urbain aujourd'hui. Alors qu'ils ne représentent que 50% des trajets. Et à Paris, 10% des habitants. Donc, c'est une question qui est légitime et sur lesquelles, au niveau local, les écologistes s'appuient. Et c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de gens qui nous rejoignent, enfin qui rejoignent nos idées parce qu'ils souhaitent au niveau local un changement. Après, au niveau national, il y en a d'autres à faire. Au niveau local, j'ai quasiment aucune divergence avec Europe Écologie Les Verts, si ce n'est que je suis un peu plus dans l'urgence parce que j'ai conscience des horreurs que je raconte depuis mon enfance. Maintenant, mon point sur l'humilité, c'est les partis politiques ne devraient pas s'exprimer sur une solution technique. Ce n'est pas leur compétence. Ils devraient s'exprimer sur un objectif. Donc là où Europe Écologie demande « nous allons une énergie 100% renouvelable », ils devraient dire « on veut une énergie 100% décarbonée ». Si demain, on arrive à faire de la captation CO2 au cul des centrales au charbon et que ça marche, il n'y a pas de problème à déployer des centrales au charbon. Si ce n'est que les réserves de charbon ne sont pas illimitées, mais à la limite, il vaut mieux le consommer, ce charbon, dans une centrale au charbon qui capte que dans une autre. Donc, il faut sortir de j'ai envie de donner mon avis sur tout. Non, je veux qu'on décarbone l'économie, ok. On va faire une énergie 100% décarbonée, c'est ça Et effectivement, les transports, c'est essentiel. La majeure partie de la consommation de pétrole en Europe, c'est les transports. Et il y a du travail là-dessus. En tout cas, merci Joël. On te réinvitera si on fait d'autres sujets, enfin si tu as envie de venir. Et puis, si tu souhaites te présenter à d'autres personnes au sein des écologistes hors de France, on passera ton contact bien volontiers. Si un jour, nous, on souhaite, et c'est notre équipe événement dont on fait partie Oscar, parler du nucléaire ou de l'énergie en particulier, hein, c'est bien volontiers. Je vois. Et donc, on peut en parler, voilà, que ce soit en Allemagne, en France, on peut parler du charbon. Enfin, en tout cas, c'est des sujets les sujets ne manquent pas. On a aussi un contact pour parler de la démocratie, enfin, pour ceux que ça intéresse le sujet.
la post-démocratie notamment, une personne qui est chercheuse, qui est française, chercheuse à Francfort, qui souhaite aussi intervenir sur ce sujet. Et puis on a plein d'autres sujets sur les droits des femmes, sur l'agriculture, enfin les personnes, Clémence ou Oscar ou Lambert, je crois qu'il est parti, la team événement ont prévu tout un tas de choses intéressantes. Donc nous verrons soit en comité restreint, c'est-à-dire avec les adhérents d'Europe Écologie, ou soit ouvert aux sympathisants. Et j'ai vu parmi les sympathisants, en tout cas les personnes qui sont là ce soir, tous ne sont pas forcément sympathisants, mais en tout cas des personnes ouvertes sur les sujets. Nous sommes aussi ouverts avec les discussions avec d'autres personnes. L'idée, c'est de trouver un chemin qui nous permet d'avancer. Donc, dans la bonne direction, en tout cas, Joël nous a permis ce soir d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de l'urgence de la situation. Donc, merci beaucoup, Joël. On serait en direct, tu auras une bouteille de vin, mais malheureusement, on ne peut pas t'offrir de bouteille de vin. Du vin bio, alors justement, sans néonicotinoïdes. C'est une autre conférence, les fausses croyances, et le bio en fait partie. Mais bon, c'est une conférence sur les fausses solutions. Ok, bon, très bien. Merci encore. Bonsoir à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller à liker la page Europe Écologie, les Verts d'Allemagne et Europe Centrale sur Facebook pour être informé des activités qu'on fait. Et sinon, voilà, on vous a, ceux qui ont reçu l'information par email, parce que vous êtes dans notre fichier de sympathisants, on vous laisse dessus. Et puis, si vous souhaitez vous-même, parmi celles et ceux qui sont encore là, recevoir les invitations, vous pouvez aussi m'envoyer par Zoom un message avec votre email. Voilà. Et puis, pour ceux qui sont tellement heureux de voir qu'Europe Écologie est investi en Allemagne, vous pouvez aussi, évidemment, adhérer. On est toujours d'accord pour recevoir du monde. Voilà. Je vais faire une petite pub. Ah, vas-y, Joël. Alors, pour ceux qui sont sur Paris ou ceux qui peuvent s'y rendre en train, ceux qui doivent prendre l'avion, pas la peine, soyons cohérents, j'interviens lors d'un festival, il s'appelle comment ? Projection Transition, qui marie cinéma et débat sur l'environnement. Et donc, j'interviens sur un débat, la fin des ressources, fin d'un monde ou fin du monde. Vous voyez, c'est en cohérence avec ce que je viens de vous raconter. Donc le festival, c'est du 16, 17, 18 octobre. Et il y a plein de débats intéressants, comme justement des choses, le patriarcat et les atteintes à l'environnement, est-ce que ça vient de la même cause, des questions sur l'agriculture, etc. Il y a 6 débats organisés. Donc je n'ai pas pensé à copier-coller le lien, donc je ne l'ai pas à disposition pour s'inscrire, mais voilà. Et puis sinon, je vous invite à regarder ce que fait Time for the Planet, que j'ai rejoint au sein du comité scientifique. Et potentiellement de vous y impliquer. Ils vont avoir besoin de personnes aux 4 coins du monde. Voilà. Très bien, Joël. Et puis, ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours liker Joël sur Facebook pour être en contact et surtout LinkedIn. J'ai un peu lâché Facebook. Oui, c'est vrai que tu es moins sur Facebook. En fait, sur LinkedIn, je vais toucher des professionnels et des institutions que je n'aurais pas touché sur Facebook. Voilà. Donc, c'est parfait. Bonne soirée à tout le monde, à toutes et tous, et puis à la prochaine. Au revoir, à bientôt. Au revoir Joël.